Bonjour à tous. J'espère que vous avez votre lunch avec vous. On va débuter dans 1 à 2 minutes. On va juste laisser un peu de temps pour que les gens se joignent à au Teams. J'allais dire à la conférence, mais au Teams, au webinaire. Je vais vous chanter une petite chanson en attendant. Merci beaucoup à la personne qui a applaudi. J'apprécie qu'on reconnaisse mes talents. La personne qui rit, ça c'est un petit peu moins drôle, mais bon. Euh, Parfait, on va commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire qui est la troisième partie de notre série sur les agents AI. Donc, on a fait le premier Snowflake, on a fait un autre et maintenant on est rendu à Microsoft Fabric. Aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, c'est des agents AI et Microsoft Fabric. Donc, le but, c'est, dans la vie, d'avoir moins de rapports, plus de décisions en temps réel. Donc, aujourd'hui, je vais changer de slide. L'agenda, je vais vous faire ça rapidement à l'introduction. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ensuite, on va vous présenter les présentateurs. On va vous parler qu'est-ce qu'un agent Fabric, le mode d'emploi. On a Sergey que je vais vous présenter un peu plus tard de Microsoft qui va faire un démo. On va vous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut vous accompagner et aussi un QAR qui est en français, qui est la question et réponse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pendant le démo, pendant que Adrien discute et on va les répondre à la fin. Et je vous présente nos deux talents qui sont avec nous aujourd'hui. Adrien, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr, merci Jean-Luc. Donc moi, je suis Adrien Isnard, je suis directeur principal donc intelligence d'affaires chez Solutions BI et je suis en charge de l'équipe Data Engineering. Sergey? Bonjour tout le monde, je m'appelle Sergey Tchernik, je suis Solution Expert en Apps et IA à Microsoft, content d'être ici. Parfait. Et là, je vous présente la minute sales pitch, puis après ça, c'est terminé. Je vous laisse au contenu intéressant. Qui est SBI? Je ne vais pas vous expliquer qui est Microsoft. Je sais que c'est une petite startup que quelques personnes connaissent. Je vais skipper Microsoft. Donc, SBI, on a été fondé en 2009. On est 350 à travers le monde, un peu plus qu'une centaine à Montréal. On a plus de 600 certifications dans plusieurs technologies. Aujourd'hui, on vous parle de Microsoft, mais on a beaucoup de certifications. On peut voir dans les différents logos. Qu'est-ce qu'on fait? On fait SBI Data, c'est tout ce qui est de projet data à staffing. Staffing, ce que veut dire, c'est que vous avez besoin d'une ressource, d'un architecte data, d'un product owner, de n'importe qui touche le data. On en a à Montréal qu'on peut vous prêter. Et on fait aussi des projets, que ce soit de vous créer un data lake, que ce soit regarder vos règles de gouvernance, whatever, on est là. EPM, je suis pas mal sûr que personne ici sait qu'est-ce que ça veut dire. EPM, c'est la performance de management. Donc, on aide les entreprises à structurer leur département financier avec des bonnes technologies, du bon data pour qu'on puisse avoir le pouvoir. Et aussi, ben, vous ne serez pas surpris, hein, on fait du AI, donc on parle des machines, on fait des modèles machine learning, on fait du generative AI, on fait tout ce qui est gouvernance. Et notre spécialité, c'est surtout le AI dans les logiciels comme Databricks, dans Snowflake et dans Microsoft Fabric, qui est vraiment notre grand terrain de jeu. Maintenant, je vous laisse au contenu intéressant avec Adrien. Merci Jean-Luc. Donc juste, on va remettre quelques bases, sûrement que tout le monde sait déjà ces concepts de base dont je vais parler, mais pour qu'on parte sur une base commune. Donc dans l'IA, on a la partie chatbot qui permet donc de répondre à des questions. On a la partie LLM qui permet de générer des choses un peu plus complexes. Et puis on a les agents IA qui nous permettent d'agir en fait directement sur des données, sur des processus. Donc, pour vous donner une overview de c'est quoi le portefeuille des produits IA chez Microsoft et puis vraiment highlighter sur quoi on va se focuser aujourd'hui. Donc, dans Microsoft Fabric, on a la partie Data Science, on a la partie Fabric Data Agents qu'on va regarder plus en détail aujourd'hui. On a aussi, donc dans Azure AI Foundry, on a la partie Machine Learning, Agent Service et AI Search. On va aussi aborder un peu la partie AI Foundry avec Sergey un peu plus tard dans la démo.
Qu'est-ce que c'est rapidement les agents de données dans Fabric? Donc, ça permet d'interagir directement avec sa donnée. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de pas forcément aller voir à chaque fois l'analyste pour quelqu'un qui est plus business, un exécutif ou un manager pour avoir une réponse à une problématique qui se pose par rapport à son domaine d'affaires. Donc ça, c'est un des gros avantages des agents de données dans Fabric. On peut sélectionner aussi les sources de données qu'on veut faire interagir entre elles et sur lesquelles on peut discuter avec l'agent pour avoir nos réponses. Et puis, on n'a pas à se soucier de savoir si c'est du PySpark, du SQL, du KQL, etc. C'est en langage naturel, donc c'est très très facile d'accès. Et puis aussi, ce qui est bien avec les agents IA dans Fabric, c'est qu'on peut y accéder en dehors de Fabric. On n'est pas obligé de rester dans la plateforme, le container Fabric. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, donc, pour que vous puissiez voir en fait ce que c'est qu'un agent IA dans Fabric dans la vraie vie. Donc là, c'est une interface où on peut donc discuter avec l'agent en sélectionnant à gauche les différentes tables ou données qu'on veut inclure dans les réponses sur lesquelles on veut s'interroger. Donc voilà à quoi ça ressemble plus concrètement. Maintenant, je vais passer la parole à Sergi pour la partie plus hands-on démonstration. Merci Adrien. Plaisir. Bonjour tout le monde. Fait que je vais commencer par partager mon écran. Vous me faites signe quand vous le voyez. C'est bon? Excellent. Merci. On peut voir. Super. Fait que voici Fabric. Ça, c'est la homepage. Donc, c'est en anglais. Malheureusement, pour l'instant, l'interface française n'est pas encore disponible. Et c'est aussi reflété dans les interactions avec le agent de données Fabric. Mais vous allez voir, à la toute fin, on va quand même réussir à parler à l'agent de données en français avec une petite intégration avec AI Foundry qu'on va faire. Fait que, tout comme Adrien nous a dit, Fabric peut interagir avec des items différents dans Fabric. Donc, pour en faire une démonstration, je vais premièrement aller dans l'espace de travail de Fabric que j'appelle ici SBI Demo 01. Et je vais créer un nouveau item, le Data Agent, l'agent de données. Donc, il y a d'autres items, évidemment, que vous pouvez créer. Par exemple, si vous voulez faire du temps réel, vous allez faire du Event House. Si vous voulez faire des workloads Spark, vous allez faire du Lakehouse. Il y a du Warehouse pour plus des T-SQL. C'est tous des items avec lesquels l'agent de données Fabric va interagir. Mais nous, aujourd'hui, ce que l'on va faire, vous allez voir, donc je vais commencer par créer le agent. On va l'appeler SPI Agent 4. Je vais créer 3 autres tantôt, juste pour tester. J'espère que ça va planter. Le temps que ça load, je vais vous montrer sur quoi qu'on va travailler. On va travailler sur le modèle de données Power BI. C'est un modèle de données qui est modélisé en tant qu'une étoile, donc Star Schema. On a les ventes au milieu, en plein milieu du modèle de données. Donc, c'est une table qui enregistre toutes les transactions de vente. Et chaque vente est ensuite une dimension qui la décrit. Par exemple, c'était quoi le produit qui a été vendu, c'était qui le client qui a acheté le produit. Donc, on peut savoir par exemple l'âge du client ou le pays du client, donc country, ou on peut savoir dans quel magasin que la vente s'est effectuée. Donc, ces données-là ont été générées par un outil Microsoft pour faire ce genre de démon-là.
On l'appelle le fameux Contoso. Il y a 1 million de lignes et c'est un fichier PBIX, donc un modèle sémantique qu'on va questionner avec notre agent de données Fabric. Vous avez vu, pour le créer, on a qu'à cliquer sur le New Item Data Agent. Puis ensuite, on a besoin de ajouter une data source. Donc, Adrien avait mentionné déjà qu'on peut faire interface avec Lakehouse, on peut faire interface avec EventHouse pour le temps réel. De notre côté, on va le faire avec le modèle sémantique, donc le Contoso 1M que je viens de vous montrer ici. Et on a simplement à l'ajouter en tant que une source de données pour cet agent-là. Et on va le voir apparaître sous peu. Donc, voici les 5 tables que vous avez vues dans le modèle de données. Puis, on va les sélectionner tous, ce qui va rendre disponible ces tables-là pour questionnement pour notre Fabric Data Agent. Maintenant, j'aurais dû peut-être mentionner en tout début qu'est-ce que ça prend pour avoir accès au Fabric Data Agent euh, dans votre fabrique. C'est quelques configurations que le admin votre environnement Fabric doit effectuer. C'est rien de trop compliqué, il n'y a pas rien à déployer, c'est tout préintégré. Puis si on avait peut-être chat disponible, j'aurais pu poster des links, peut-être ça sera activé tantôt. J'ai quelques liens en fait pour aider à assimiler le contenu ici. Mais sinon, vous allez devoir croire sur parole. Et Euh, j'ai une question, Sergei. oui. Est-ce qu'il y a un minimum de capacité qu'il faut avoir pour utiliser les agents? La question est oui et non. Le minimum, c'est le F2. Puis la F2, c'est la capacité la plus petite qui existe. Il faut avoir juste une capacité, n'importe laquelle capacité, puis vous avez accès déjà au agent des données de Fabric. L'utilisation de l'agent est chargée contre votre capacité. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment Fabric fonctionne en termes d'utilisation, chaque action de traitement de données à l'intérieur de Fabric, que ce soit du Spark, du SQL, que ce soit l'agent des données, il y a un coût puis il y a une table que vous pouvez voir, consulter en termes de référence, quel genre de coût est-ce que ça engendre. Puis ces coûts-là sont chargés, c'est des coûts virtuels en fait. Chaque capacité a disons une bandwidth, donc une bande passante en termes de unités de consommation. Puis ces unités de consommation-là sont consommées par des différentes actions que vous prenez. Donc, si vous utilisez un service Spark, par exemple, très beaucoup, ben, vous allez consommer toutes les unités de consommation, mais ça pourra peut-être pas laisser assez de unités de consommation pour d'autres genres de traitement de services de traitement de données. Donc, c'est quelque chose à gérer. Puis généralement, ce qu'on voit, c'est que si on a un workload spécifique qu'on veut toujours avoir disponible, on va créer une capacité spécifiquement dédiée à ce workload-là. J'espère que ça répond à ta question. Et donc, poursuivons. On vient de créer notre agent de données, on lui a donné un nom, on a ajouté des sources de données. On va poser la première question, on va la poser vraiment simple, on va dire. Puis là, je vais la poser en anglais parce que, comme je vous ai dit, malheureusement, en français, ce n'est pas encore disponible, mais on travaille fort pour le rendre disponible. Ici, on va juste dire Give me the total sales for year 2022 in Canada. Puis je le fais juste parce que je vais vous montrer l'interface, je vais vous montrer exactement quel genre de action le agent de données fait en arrière, puis comment les interpréter. Puis on va peut-être s'amuser avec des questionnements un petit peu plus intéressants par ensuite. Donc, ça y est, ça a pris 16 secondes. On voit que la réponse est de
46 864 193. Puis, on voit le nombre d'étapes que ça avait pris. Donc, ça a pris juste seulement une étape. Puis, le code qui a été généré contre ce modèle sémantique-là est juste ici. Donc, on a le DAX, donc qui est le langage de requête pour Power BI. Puis, on a le résultat de cette requête DAX. Maintenant, si on voulait, on aurait pu prendre ce DAX-là tel quel, puis on aurait pu le rouler contre notre modèle sémantique, juste pour le vérifier, puis ça va donner exactement la même chose. Mais le point ici, c'est que les requêtes générées, c'est des requêtes qui sont bonnes, donc ils se compilent bien, puis qu'on peut les rouler manuellement, on peut les modifier ensuite pour se vérifier ou pour changer des choses par nous-mêmes. Donc, une autre chose à noter ici dans l'interface puis dans la configuration de agent de données, c'est l'instruction spécifique qu'on peut donner à l'agent. Donc, je vais poser la question ici en termes de nombre de ventes totaux pour l'année 2022 pour Canada. Mais pour ceux d'entre vous qui ont fait attention, vous aurez pu peut-être voir que, puis en fait, si on regarde dans DAX, on peut voir ici que euh, le Canada a été interprété pour aller chercher dans la table Customer. Mais pour ceux qui ont fait attention durant ma petite overview de modèle sémantique, vous aurez pu remarquer qu'en fait, il y a deux countries où on peut aller chercher Canada. Il y a un qui est dans Customer, il y a un autre qui est dans Store. Donc, il y a Store Country puis Customer Country. Donc, on n'a pas vraiment de préciser ici si on avait un ou l'autre dans la tête, puis l'agent de données a pris son interprétation, puis a lancé la requête contre la table de Customer. Donc, si on veut contrôler ce comportement-là, puis si on veut s'assurer que l'agent de données se comporte d'une certaine manière, puis priorise une table en particulier durant une requête ou un champ en particulier ou une sorte de données en particulier, parce qu'on peut avoir ici un modèle sémantique ou aussi un lakehouse. On a simplement à mettre l'instruction dans dans le, le champ et instructions ici. Donc, ici, on avait dit customer, donc on va le charger pour store. Okay, if the user mentions a country, donc si l'utilisateur mentionne un pays, ce qu'on a fait ici, Canada, or any other geographical attribute, ou n'importe quel autre attribut géographique, assume that they mean a country from the store table, call out this interpretation explicitly at the end of the query. Donc, comme ça, on est capable de guider le modèle pour un comportement spécifique. Fait que, reposons la question, juste pour faire la preuve. Ça devrait nous prendre un petit 16 secondes pour rouler ça. Puis on devrait voir que à cause de cette directive-ci, on va voir que la table de country, de store, sera priorisée. Donc store, puis note, Canada refers to the country as listed in the store table. Donc, c'est à peu près les grandes surfaces de contrôle que vous avez dans l'agent de fabrique. Vous pouvez, l'agent de données fabrique, vous pouvez aussi donner des requêtes spécifiques. Donc, ça, c'est vraiment utile. L'exemple des requêtes spécifiques, c'est vraiment utile pour des cas où vous avez un lakehouse, puis vous avez plein de tables, puis il y a plein de relations entre les tables, puis ça peut devenir compliqué en termes de sens d'affaires, comment interagir avec ces tables-là. Fait que c'est là où vous allez mettre des exemples de requêtes, puis leur signification. Donc, partons ensuite pour une démo un petit peu plus compliquée. Donc, on avait dit que on va s'amuser. Fait que on peut dire show the top 5 product name by sales amount
for 12 months of year 2022, format as a table. En français, montre-nous les 5 noms de produits triés et puis leur chiffre de vente pour les 12 mois de l'année 2022 en tant que table. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va regarder le concept de la conversation. Fait que on va commencer avec des données, disons, à haut niveau, puis on va faire comme une drill down. Puis l'idée ici, c'est que moi, personnellement, ou quelqu'un qui arrive, savent pas exactement comment le modèle sémantique est mis en place, c'est quoi les relations, c'est quoi les champs disponibles, mais ils ont peut-être des questions d'affaires. Fait que je suis pas très bon en DAX, mais j'ai peut-être une bonne interprétation en termes de qu'est-ce que je veux savoir dans la business. Fait que, oups, un petit hiccup, technical issue, rephrasing request. On va juste le réessayer. C'est des choses qui arrivent. Fabric Data Agent est toujours en public preview, puis qu'on améliore des choses. Quand il va sortir en generally available, je suis sûr qu'on on en verrait bien moins de ce genre de petites erreurs-là. Donc, ça prendra un petit peu plus de temps en termes d'analyse. Voir déjà la requête DAX qui a été générée, puis on voit la table qui a été générée, puis on a demandé les top 5 produits par nombre de ventes pour les 12 mois de l'année 2022. Donc, il nous a sorti, pas tous les 12 mois, il y a une certaine limite en termes de caractères qui sort ici. Mais on peut voir les données complètes. Premièrement, si on va aller chercher la requête de DAX ou dans les résultats du query output. Fait que, disons que j'ai oublié, puis j'ai regardé les données, puis je veux m'assurer de comprendre c'est quoi la marge du profit pour chacun de ces produits-là. Donc, je peux simplement dire for those 5, add margin percentage side by side, que le concept de conversation ici fonctionne dans le sens que c'est un nouveau message que j'envoie, mais parce que c'est une conversation, puis le message précédent fait partie du contexte de la conversation, l'agent de données saura que je parle des 5 produits qui ont été sortis, qui ont les meilleures ventes pour les mois de l'année 2022. Tu as dit quelque chose d'intéressant, là, M. Guy. Est-ce que c'est Oui. en public release, en GA en ce moment? C'est quoi le stade de ce produit-là? D'après ce que je sais, c'est public preview. Parfait. Donc, public preview, ça veut dire on aime le produit, on veut avoir votre feedback, vous pouvez faire bien des choses avec, mais il se peut qu'on va quand même l'améliorer, puis il y a peut-être des choses qui vont changer, fait que pour l'intégrer en production, il y a un certain risque. C'est pour ça qu'on le tag en tant que public preview. Puis quand il est rendu disponible, generally available, ça veut dire qu'il est stable, puis la roadmap du produit est beaucoup plus stable. Il n'y a pas de changements qui vont casser des affaires qui vont arriver. Fait que on a eu le résultat ici. Fait que l'idée encore, c'était juste de montrer que, disons, si j'ai oublié quelque chose, je vais ajouter quelque chose, une métrique additionnelle. On est allé chercher cette métrique-là, on l'a ajoutée par-dessus les données qui ont été générées. On a toujours nos requêtes DAX qui sont générés qu'on peut rouler ou examiner par nous-mêmes, fait que si on ne fait pas confiance, on peut le vérifier.
Et juste comme un dernier point, par exemple, je suis toujours dans le contexte d'affaires, j'analyse la performance des produits des magasins, puis on a eu les chiffres d'affaires puis les marges, mais on aimerait par exemple savoir les marges brutes divisées par la quantité, ce qui met en avant le produit qui génère le plus de profit à chaque unité de vente. Donc, on pourrait par exemple mettre quelque chose comme for those five compute margin per unit, ou puis on donne la définition margin by total quantity rank descending. Donc, encore, ça nous donne les produits qui génèrent le plus de profit à chaque vente, qui sont souvent des bons candidats pour des promotions cross-sell ou upsell. Donc, Sergei, j'ai une question pour toi. oui. Est-ce que, par exemple, le ratio, donc margin per unit, si c'est quelque chose qu'on utilise de manière récurrente, est-ce que ce serait intéressant de le mettre dans les instructions ou pas? On pourrait absolument le faire, ou on peut en fait y aller à une étape plus loin, puis on peut demander des instructions de l'agent de données ici sur comment modifier notre modèle sémantique dans l'interface pour créer cette métrique-là d'une manière permanente dans le modèle sémantique en tant que tel. Fait qu'ici, juste pour faire le point sur les résultats, on voit pour chaque mois les margins per unit qui ont été créés. On voit qu'ils sont bien triés. Fait que, on peut dire how would I create the margin per unit metric in the so 1M semantic model? Guide me in the interface. Puis on peut dire, bon, j'aime cette métrique-là, puis ça fait du sens. Comment est-ce que je pourrais la créer par moi-même? Je ne veux pas interagir puis attendre quand même 42 secondes à chaque fois. C'est bon pour explorer, mais disons, j'aimerais l'avoir d'une manière plus rapide. Fait que vous pouvez les voir que on a des instructions quand même qui, à coup d'œil, font du sens. Quand on évalue notre modèle dans un petit Power BI Desktop, je pourrais redemander pour Fabric, je suis sûr qu'il l'aura. Mais l'idée ici, c'est que pour des manipulations complexes, on peut demander de la direction sur comment les reproduire dans l'interface. Fait que les agents de données nous permettent de répondre aux questions d'affaires sans vraiment avoir une compréhension totale de la complexité euh, disons, des aspects d'ingénierie de données, de modèles sémantiques ou de notre lakehouse ou de notre event house pour du real-time. Donc, il y a généralement dans des organisations peu de gens qui ont une connaissance totale de chaque aspect de ces modèles de données-là. Puis, avoir un agent de données Fabric avec des instructions spécifiques, puis avec des descriptions qui parlent à l'agent en termes de colonnes, en termes de nom de table, est une excellente manière de réduire la friction pour utiliser ces données-là dans un contexte d'affaires. Maintenant, une des forces de ces agents-là, c'est que on peut les utiliser ailleurs que Fabric. Donc, pour ce démo-ci, je vous ai dit que on va réussir à parler à notre agent de Fabric en français, qu'on devrait, mais Québec à Montréal ici, là, quand même. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va aller dans Azure AI Foundry, qui est la plateforme Microsoft pour les développeurs des applications IA. Donc, c'est une application, une plateforme qui est un petit peu plus pro-code. Donc, tu sais, il y a des API endpoint, puis les clés de API, puis des deployments, etc. Fait que
c'est, disons, un petit peu, ça prend un petit peu plus d'effort pour réussir à faire des choses ici, mais on va quand même s'essayer avec des expériences Playground qui sont très user-friendly. Donc, vous voyez ici le homepage de Azure AI Foundry. Généralement, la première chose que tout le monde fait quand ils sont dans AI Foundry, ils vont regarder le catalogue des modèles. Donc, qu'est-ce qu'on peut déployer en tant que modèle, puis c'est combien que ça coûte, puis c'est quoi les capacités. Fait que, il y a quand même plus que 11 000 données dans AI Foundry. Le joyau, évidemment, en termes de modèles, c'est les modèles de euh, OpenAI. Donc, on peut les déployer ici, on peut regarder les benchmarks, les coûts, on peut les comparer contre d'autres modèles existants, des modèles open source, des modèles OpenAI, des modèles d'autres labs. On peut, une fois qu'on a regardé le modèle, on l'a déployé, on peut, quand on bâtit les applications, on peut faire du tracing, que je n'ai pas mis ici. Mais bref, le tracing, c'est extrêmement important. Il y a l'aspect des évaluations pour faire suivi sur comment une application qui utilise ces modèles-là évolue dans le temps, si ça adhère aux instructions, ce genre de choses-là. Puis il y a aussi l'aspect des agents. Donc, les agents, c'est un modèle plus des outils. Donc, un modèle, généralement, on le connaît sous, euh, parce qu'on lui parle dans ChatGPT ou Copilot ou peu importe, mais on peut donner accès à un modèle aux différents outils. Donc, l'outil ici auquel on va donner accès, puis auquel j'ai déjà donné accès, juste pour nous sauver du temps, parce qu'on a quand même peu de temps ensemble, c'est le Sales Data Agent. Donc, euh, j'aurais pu mettre en place celui-ci. Tout ce que j'aurais à faire, c'est cliquer Publish, puis il y a deux valeurs que j'ai ensuite copy-paste dans mon agent pour l'ajouter ici. Les intégrations sont très user-friendly. Donc, pour cet agent-là, j'ai simplement à indiquer le modèle que je vais utiliser. Ici, ce serait GPT 4.1. Il y en a d'autres modèles qu'on peut utiliser. À donner accès à l'outil de Fabric Data Agent, puis ensuite de mettre des instructions sur comment interagir avec l'utilisateur. Puis, oui, je vois Jean-Luc à sa main levée. Jean-Luc. Ouais, je voulais juste mentionner que je trouvais ça super intéressant. Tu sais, on n'a pas besoin de refaire des modèles de forecast, on n'a pas besoin de refaire des modèles qui sont déjà faits. C'est un gain vraiment efficace de temps pour aller en production. Et c'est fait par des compagnies qui sont fiables. C'est pas fait sur un modèle de Hugging Face à quelque part, quelqu'un qui a fait ça dans son sous-sol. C'est des choses qui sont super fiables. Oui, bien d'accord avec toi. En termes de euh, qualité-coût, OpenAI, ça domine toujours. Si vous avez besoin du meilleur modèle, vous utilisez le meilleur modèle. Si vous voulez sauver de l'argent, il y a des modèles très petits qui sont quand même très intelligents. Fait que c'est une valeur quand même très intéressante pour des entreprises. Donc, pour notre agent ici, encore, l'idée des agents est quand même très facile si on fait juste regarder sur l'idée que c'est des outils plus un modèle. On dit au modèle quand utiliser un outil, puis comment interagir avec ces outils-là. Ici, on va dire que on veut que l'agent s'appelle Sylvie, puis on va dire que l'agent a accès au, l'agent a accès au l'outil Fabric, là, ici, que je l'ai mis quelque part. Juste un instant. Euh, right. Ben, je l'ai mis à tout début. Fait que, qui répond aux questions sur le modèle de données de vente contre soi. Fait que en fait, j'ai même pas besoin de décrire très directement quel outil, parce que la définition de l'outil est intégrée dans la partie knowledge. Puis, quand on fait une publication de l'agent ici, il y a une description qu'on donne à l'agent qui est ensuite utilisée
par l'agent de EA Foundry pour faire une décision si c'est un bon outil à appeler ou pas. Fait que ça serait le premier point qu'on va faire, mais on va le pousser un petit peu plus loin que ça. Puis on va sortir de notre Agent Playground, puis on va aller dans Speech, puis on veut vraiment parler en français. Fait que on va créer une interface audio avec l'agent. Puis on a juste à sélectionner Bring My Foundry Agent existant. Puis le Agent ID est déjà là. On va choisir le français de Canada. On va dire Audio Enhancements, oui, pour que ça cancelle du echo. Puis on va choisir on va pas prendre celui en fait, on va prendre, pardon, j'aurais dû mettre pas le Canada, mais le France, parce que je vais utiliser un modèle qui est plus performant, qui est les modèles de Dragon HD. Donc Viviane, c'est de la faire l'affaire. Puis là, vous me direz en fait si vous pouvez entendre l'agent parler. Non. OK. Juste un instant, je pense avoir mal partagé mon écran. La Good machine est démo sound. live. Ouais, on devrait l'avoir là. Vous me dites quand vous me voyez. Yes. En entrant dans le vieux manoir, Oui, Antoine c'est bon. sentit un frisson le long de son dos. Excellent. Puis, juste pour rendre ça encore plus fun, on va mettre un petit avatar juste pour donner une impression visuelle que ça nous parle réellement. Ça ajoute un aspect un petit peu plus, disons, réel à la chose. Fait que, alright, essayez-le. Salut Sylvie, ça va bien? Bonjour. Merci de demander, je suis toujours prête à aider avec vos questions sur le modèle de données de vente de compte Ozo. Je pense qu'il y en a besoin. Fait que merci beaucoup tout le monde. On est disponible là pour vos questions. Parfait. On a déjà des questions. Je vais juste, si je Ah, peux me vas-y, permettre, vas-y. je vais finir la présentation rapidement. Donc, juste pour wrapper un peu la présentation, donc qu'est-ce qu'on a vu, c'est que donc les agents IA dans Fabric, ça permettait de faire des recherches dans nos données et ça ouvre encore une plus grande voie vers la partie self-service. Et c'est sécuritaire grâce bien sûr aux droits qu'on donne dans Azure Active Directory, mais aussi grâce aux garde-fous, notamment qu'on donne dans les instructions. Donc le futur du data chez Microsoft, ça passe, oui, par les agents, mais c'est un outil qui est complémentaire par rapport à des outils plus structurés comme Power BI que vous connaissez sûrement déjà. Et puis donc pour les modèles un peu plus complexes en IA, il y a Azure AI Foundry qui peut répondre aussi à des besoins un peu plus poussés. Donc on est avec Sergei, on est ouvert à vos questions. Et puis si on prend la première de Louis Junior, qui nous demande si c'est une solution propriétaire de SBI. Non. La réponse rapide, c'est non. C'est une solution de Microsoft que n'importe qui peut implémenter. Mais nous, chez SBI, on peut vous aider à développer cette solution. Deuxième question de Dany. Peux-tu nous parler de la gestion de l'identité et le respect du RLS d'un modèle sémantique quand on le consulte à travers un agent? Oui, une excellente question, quelque chose que j'aurais dû mentionner dès le début. Les agents de données Fabric respectent les sécurités de données de l'utilisateur qui utilise l'agent de données. Donc, si par exemple, moi, je n'ai pas le droit d'aller voir certains metrics ou certains rows protégés par RLS dans une table,
l'agent que je vais utiliser pour essayer d'obtenir ces résultats-là ne pourra pas parce que il va utiliser mon profil de sécurité pour accéder à ces données-là. Merci Sergei. Une autre bonne question. Est-ce que nous pouvons avoir accès aux statistiques sur l'ensemble des questions posées sur un modèle comme administrateur? Question de pouvoir les faire évoluer dans le temps. C'est une bonne question. Je pourrais pas le dire sur le tas comme ça. Je sais, par exemple, Copilot, oui, on peut le faire. Pour le contenu des questions pour Fabric, je sais qu'il y a certaines statistiques qu'on peut comme intercepter puis rendre disponibles avec Event House. Les prompts, c'est une bonne question. En fait, je vais les regarder rapidement pendant que Adrien peut-être prend la prochaine question. Ok, super, merci. Considérant que Copilot est activé pour l'instance Fabric, est-il possible d'ajouter Copilot directement dans un tableau de bord Power BI? Oui, absolument. Le copilote, en fait, est disponible dans Power BI déjà. Ça prend quelques activations supplémentaires telles que j'avais mentionné au début. Donc, l'admin de Fabric doit les activer. Mais le copilote est disponible dans Power BI. Il peut faire des choses très intéressantes comme créer des tables, créer des graphiques pour vous. Donc, c'est déjà là. Merci Sergei. Il y a plus d'autres questions. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une dernière question à nous poser? Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci à tous d'avoir été présents. On va faire un prochain webinaire avec un peu plus deep avec les agents avec Fabric. Donc, restez abonnés à notre newsletter pour savoir quand ça s'en vient. On a bien hâte de vous revoir. Bon lunch à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.